Also, as families get ready for Thanksgiving, much of what ends up on our own tables comes from the hard work of local farmers. One of the programs they rely on is called H-2A Seasonal Worker Program. So our Marissa Armas explains how the program works and explores the challenges farmers face. Traditionally, our family's grown cotton and corn and milo. We grow a lot of wheat. For 5 generations, Shrunk Custom Ag has farmed land across Hill County. Certains événements ne retiennent pas l'attention en raison de leur impact immédiat, mais parce qu'ils révèlent des fissures croissantes dans un système institutionnel qui semblait auparavant stable. En septembre 2025, les archives du ministère américain de l'Agriculture ont commencé à enregistrer une série de notifications inhabituelles concernant des annulations d'enregistrement d'activités agricoles dans des comtés qui, jusqu'alors, affichaient des indicateurs de stabilité. Ce schéma se répétait dans des États tels que l'Iowa, le Wisconsin, le Nebraska et certaines régions de l'intérieur de la Pennsylvanie. Bien que techniques, ces communications faisaient état d'un nombre croissant de propriétés familiales demandant leur désinscription volontaire ou signalant la suspension indéfinie de leurs activités. Parallèlement, les agences étatiques ont commencé à enregistrer une augmentation du nombre de demandes d'accès aux lignes de crédit rural d'urgence, non pas en raison de mauvaises récoltes ou d'événements climatiques extrêmes, mais en raison de l'incapacité à maintenir la structure opérationnelle de base. La succession de ces enregistrements dans des régions traditionnellement associées à l'autosuffisance productive a attiré l'attention des analystes du secteur réglementaire. À la fin du trimestre, l'administration de soutien agricole avait déjà signalé que si la tendance se maintenait, le nombre d'annulations d'activités dans les petites et moyennes propriétés dépasserait le double de la moyenne des 3 années précédentes. Cette anomalie a modifié le fonctionnement institutionnel de plusieurs chaînes de production. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les salles des conseils de régulation ou dans les bureaux comptables des comtés. Ce qui a commencé comme une succession de décisions individuelles isolées, souvent prises par des familles confrontées à des impasses opérationnelles, a fini par avoir des répercussions sur les flux logistiques, les contrats d'approvisionnement régional et la projection de la sécurité alimentaire dans les secteurs urbains qui dépendent de la régularité de l'approvisionnement rural. Dans certains États, des abattoirs de taille moyenne ont signalé des difficultés à honorer leurs contrats en raison de l'absence de matières premières locales. Et les distributeurs ont commencé à modifier leurs itinéraires traditionnels à la recherche de fournisseurs alternatifs, souvent situés à des centaines de kilomètres. La question n'était plus seulement économique. Les organes législatifs des États ont commencé à convoquer des audiences publiques pour entendre les producteurs, les représentants syndicaux et les experts en commerce agricole, tandis que les membres des groupes régionaux au Congrès ont commencé à élaborer des amendements d'urgence dans les commissions liées au budget rural. À première vue, cela ressemblait à un cycle d'instabilité ponctuelle. Mais les données indiquaient quelque chose de structurellement différent de la norme habituelle. Lors des réunions internes des chambres agricoles, le terme le plus utilisé pour décrire la situation était « saturation opérationnelle due à une compression structurelle ». Cette expression fait référence à un type spécifique d'effondrement progressif, dans lequel les pressions sur la production, provenant de multiples directions, dépassent la capacité d'adaptation des opérateurs. Sans que, pris isolément, aucun de ces vecteurs ne représente une rupture soudaine. En d'autres termes, il n'y a pas eu de crise déclarée, ni d'événement catalyseur unique. Ce que l'on a observé, c'est l'accumulation de pressions simultanées. Hausse du coût des engrais depuis les mesures tarifaires mises en place en 2020. Pénurie de main-d'œuvre aggravée par des politiques migratoires restrictives. Taux d'intérêt élevés rendant le crédit de roulement plus coûteux, ainsi que la réduction du volume d'achat par les partenaires commerciaux stratégiques. Après les successives reconfigurations diplomatiques au cours des derniers cycles présidentiels, pris isolément,
Chaque élément aurait pu être absorbé par les propriétés disposant d'une marge opérationnelle. Mais combinés, ces facteurs ont transformé la routine de la production agricole en un scénario de risque permanent, dans lequel des décisions simples, comme celle de semer ou non pour la saison suivante, ont pris un poids financier et psychologique insoutenable pour des milliers de familles. La construction de ce nouveau cycle d'instabilité n'a pas été immédiate, ni accidentelle. Elle s'est faite par étapes. Les réformes tarifaires promues sous prétexte de sécurité économique interne ont fini par exclure du système de compensation précisément les opérateurs de petite taille. Les politiques d'incitation, lorsqu'elles ont été mises en place, ont été canalisées vers des entités disposant d'une structure juridique solide pour postuler et justifier leur réception. Les petits et moyens producteurs, sans personnel technique dédié, ont progressivement perdu l'accès aux mécanismes de protection et sont devenus plus exposés aux fluctuations du marché, qui sont devenues plus fréquentes et moins prévisibles. À chaque cycle de renégociation avec les banques ou les coopératives de crédit, l'endettement augmentait en valeur absolue, même lorsque les taux d'intérêt restaient stables. En effet, les coûts d'exploitation de base, carburant, engrais, entretien, avaient déjà dépassé la marge de rentabilité de nombreuses cultures traditionnelles. Même avec un effort maximal et une planification adéquate, les comptes ne tombaient pas justes. Dans de nombreux cas, la seule variable restante était l'abandon. Au cours des dernières semaines, ce mouvement a commencé à produire des effets visibles sur d'autres fronts. Les mairies des communes fortement dépendantes de l'agriculture ont entamé des discussions sur la manière de maintenir les écoles ouvertes, alors que les inscriptions sont en baisse, car une partie des familles quitte les zones rurales. Les centres de santé dans des zones auparavant bien structurées ont dû faire face à une augmentation des consultations liées au stress, à l'anxiété et à la dépression chez les adultes en âge de travailler. Dans certaines localités, les conseils municipaux de développement ont même envisagé la possibilité de revoir le zonage urbain afin d'attirer de petites industries ou des centres logistiques comme alternative au déclin de l'activité agricole. Il ne s'agit pas seulement d'un ralentissement économique ponctuel, mais d'une modification de la structure fonctionnelle de centaines de municipalités historiquement organisées autour de la production rurale. Même si les impacts directs touchent principalement les producteurs, les effets secondaires de ce déplacement sont vastes et commencent déjà à redessiner les contours des politiques publiques locales et régionales. En l'absence d'intervention structurelle, cette tendance devrait s'intensifier au cours des prochains cycles, avec des répercussions qui ne sont pas encore entièrement connues. La convergence entre l'épuisement financier, l'insécurité réglementaire et les changements démographiques accélérés crée une zone d'incertitude institutionnelle, dont la gravité n'est pas encore pleinement reflétée dans le débat national. C'est précisément pour suivre ces dynamiques en temps réel que cette chaîne se propose d'offrir des contextes qui ne sont souvent pas mis en évidence dans les médias traditionnels. Si vous appréciez ce type d'analyse et souhaitez continuer à suivre la manière dont des épisodes comme celui-ci s'articulent avec le système dans son ensemble, cela vaut la peine de rester ici. C'est dans ce contexte que la convergence de facteurs institutionnels commence à dessiner un tableau plus large, dans lequel les décisions prises au cours des administrations successives, sous différents discours politiques, ont eu des effets cumulatifs sur le système agricole familial. L'un des points centraux de cette convergence concerne la politique migratoire appliquée depuis 2017 et ses conséquences directes sur le secteur rural, en renforçant les mécanismes d'expulsion et en restreignant les programmes de visa de travail temporaire, en particulier le H2A, le gouvernement fédéral a directement interféré dans la disponibilité de la main-d'œuvre saisonnière, qui constitue depuis des décennies l'axe structurel de la production dans les cultures intensives et les exploitations laitières en activité continue. La justification officielle est fondée sur la promotion de l'emploi pour les citoyens américains, ne tenait pas compte des données historiques sur le rejet de ces emplois par la population locale, en raison de la nature physique, de la rémunération et de la situation géographique du travail rural.
il en a résulté une réduction drastique du nombre de travailleurs disponibles, ce qui a entraîné des goulets d'étranglement opérationnels dans les exploitations qui dépendent de l'échelle et de la régularité pour maintenir leur viabilité économique. À partir de là, les effets ont cessé d'être uniquement opérationnels et ont commencé à avoir un impact direct sur la capacité de planification des propriétés. Sans garantie d'accès à la main-d'œuvre, de nombreux producteurs ont réduit leurs objectifs de plantation, redimensionné leur structure de stockage et reporté leurs investissements dans les machines, ce qui a également compromis la chaîne d'approvisionnement et d'assistance technique. L'instabilité de l'approvisionnement en intrants, aggravée par les droits de douane sur les importations appliquées au nom de la protection de l'industrie nationale, a ajouté une composante d'imprévisibilité à des coûts déjà sous pression en raison de problèmes logistiques. Les engrais azotés, par exemple, ont connu une hausse continue des prix depuis 2021, ce qui a eu un impact direct sur la rentabilité de cultures telles que le maïs et le blé. Il en a été de même pour le diesel agricole, qui a affecté à la fois la mécanisation et le transport. Dans les régions éloignées des grands axes logistiques, le coût du fret a commencé à représenter une part croissante du coût total de production, compromettant la compétitivité des petits producteurs, même dans des contextes de récolte régulière. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les mécanismes classiques de soutien au secteur n'ont pas suffi à contenir le mouvement de contraction. Les politiques d'assurance agricole, par exemple, restent largement disponibles, mais leur structure a été conçue pour répondre aux mauvaises récoltes, et non aux effondrements opérationnels causés par le manque de main-d'œuvre ou par des coûts fixes insoutenables. Il en va de même pour les programmes d'assistance technique et de vulgarisation agricole. Bien que pertinents, leur portée est limitée dans un contexte où le problème central n'est pas le manque de connaissances techniques, mais l'impossibilité pratique de mettre en œuvre le plan de culture en raison du manque de personnel ou de fonds de roulement. Même les fonds d'urgence débloqués lors d'années de calamités climatiques ou sanitaires sont soumis à des règles d'accès strictes qui excluent souvent les propriétés sans comptabilité formalisée ou ayant des litiges fiscaux, un profil courant chez les petits exploitants qui ne bénéficient pas de conseils spécialisés. La réponse institutionnelle à ce processus a été fragmentée. Les gouvernements des États ont tenté, avec des niveaux d'ambition variables, de créer des programmes de stimulation de la succession rurale, des lignes de crédit subventionnées pour la reconstitution des troupeaux ou même des incitations fiscales pour les producteurs qui maintenaient des contrats de travail formalisés. Cependant, ces mesures se heurtent à des limites budgétaires et à des questions réglementaires qui réduisent leur efficacité. Parallèlement, les organismes fédéraux chargés de surveiller la stabilité alimentaire ont commencé à réviser leurs projections d'approvisionnement en fonction de la nouvelle répartition géographique de la production. Certaines de ces révisions suggèrent qu'à moyen terme, certaines régions métropolitaines pourraient être confrontées à une plus grande volatilité des prix dans des segments tels que le lait, les œufs et les légumes frais. En raison de la perte de fournisseurs locaux et de la dépendance accrue à des chaînes logistiques plus longues et moins résistantes aux perturbations climatiques ou économiques. L'escalade des tensions internes générées par ce processus commence également à se manifester dans des litiges judiciaires concernant des contrats d'approvisionnement, des garanties bancaires et des conflits du travail. Les cabinets d'avocats spécialisés dans le droit agricole signalent une augmentation du nombre d'actions intentées par des fournisseurs contre des producteurs défaillants, ainsi qu'une augmentation des litiges successoraux concernant des propriétés dont la valeur est tombée en dessous du seuil de partage viable. Dans certaines régions, les banques coopératives ont commencé à revoir leur politique d'octroi de crédit, exigeant des garanties supplémentaires ou imposant des délais de grâce plus longs, ce qui aggrave encore la situation des producteurs en difficulté. Le système financier, qui a pendant des années soutenu en partie la stabilité du secteur grâce à des lignes de crédit spécifiques, commence maintenant à recalibrer son exposition, ce qui réduit les options disponibles pour ceux qui tentent encore de résister à la pression.
Le point critique de ce processus est qu'il se développe sans rupture majeure ni déclarations institutionnelles percutantes. Il s'agit d'une transformation qui progresse au sein des routines opérationnelles, modifiant les structures sans nécessairement susciter d'alarme immédiate. C'est précisément pour cette raison que sa détection nécessite un suivi attentif et une interprétation contextualisée. En évitant les extrêmes rhétoriques et en cherchant à comprendre les véritables vecteurs de transformation, il est possible de construire une lecture plus précise des défis auxquels sont confrontées les institutions chargées de soutenir le secteur agricole. L'objectif de cette chaîne est précisément d'offrir ce type d'analyse continue, basée sur des données, en se concentrant sur les effets systémiques de décisions souvent invisibles dans l'actualité conventionnelle. Si ce contenu vous aide à voir la situation dans son ensemble, suivre nos prochains épisodes peut être un moyen de garder un regard critique actif et bien informé. Parmi ceux qui suivent de près la refonte du secteur agricole aux États-Unis, le débat ne porte pas seulement sur les résultats économiques, mais aussi sur ce que ces résultats révèlent de la manière dont les institutions réagissent à une transition structurelle. Un groupe de chercheurs liés à des universités et à des centres d'études du Midwest estime que la situation actuelle ne doit pas être considérée comme une crise passagère, ni comme un événement résultant de récentes défaillances de gestion. Pour ces analystes, ce que l'on observe est la suite prévisible d'un dispositif de politique agricole qui, pendant des décennies, a orienté les incitations et la protection vers les grands opérateurs et a progressivement accru la vulnérabilité des structures familiales et communautaires. Dans cette optique, la transition en cours confirme la prédominance d'un modèle de production conçu pour maximiser l'échelle, réduire les coûts et intégrer de manière toujours plus intense le monde rural dans les chaînes mondiales d'approvisionnement et de commercialisation. Le problème, affirme-t-il, est que l'efficacité mesurée par des indicateurs macroéconomiques ne rend pas compte du coût social et territorial de la transformation. La diminution de la diversité productive, l'affaiblissement des communautés locales et le dépeuplement économique des zones rurales créent un système moins résistant aux chocs externes, plus dépendant des flux internationaux et moins capable de maintenir l'équilibre territorial. Pour ce groupe, maintenir cette logique sans ajustement compromet le pays sur le plan stratégique, notamment en matière de stabilité alimentaire, de cohésion sociale et de capacité à répondre aux crises dans les régions à faible densité de population. Dans un sens différent, il existe une interprétation plus alignée sur les acteurs financiers et les grands conglomérats de l'agro-industrie qui considèrent la transition actuelle comme faisant partie d'un processus inévitable de modernisation et de rationalisation. Pour ces acteurs, la difficulté des petits et moyens producteurs est principalement liée au manque d'adaptation technologique, au maintien de modèles opérationnels peu compétitifs et à la résistance historique à la professionnalisation de la gestion rurale. Dans cette optique, la consolidation foncière et l'entrée de fonds spécialisés dans le contrôle des propriétés seraient des mécanismes fonctionnels pour soutenir la production face à l'incapacité d'une partie du secteur à suivre les normes contemporaines du marché. Au lieu de représenter la faillite du système, ce passage de structures familiales à des structures corporatives serait, dans cette optique, un réaménagement qui augmente la prévisibilité de l'offre, améliore la planification logistique et renforce la capacité d'exportation. Même si elle produit des impacts sociaux et culturels, cette reconfiguration serait traitée comme une étape de réorganisation concurrentielle et non comme un effondrement institutionnel. Entre ces deux positions, cependant, un noyau intermédiaire de juristes, de régulateurs et de représentants d'associations régionales souligne un risque spécifique. Le processus avancerait sans débat public approfondi, sans coordination interinstitutionnelle solide et avec des cadres réglementaires qui n'ont pas été mis à jour pour s'adapter aux nouveaux profils du secteur. Pour ce groupe, le problème principal ne se limite pas aux effets économiques, mais à la manière dont la transition se consolide, souvent par le biais de renégociations d'urgence, de contrats signés dans des conditions d'endettement extrêmes et de transferts accélérés de propriété.
Il existe des inquiétudes quant aux faiblesses juridiques de ces instruments, à l'augmentation des litiges judiciaires concernant les terres et à la possibilité d'une judiciarisation croissante dans les régions où la pression sur le territoire tend à s'intensifier. Le risque fiscal pour les municipalités dépendantes de la valeur immobilière rurale en cas de dévaluation à grande échelle est également discuté. Parallèlement, les organismes environnementaux avertissent que les changements dans le profil des opérateurs peuvent réduire les précautions prises pour préserver l'équilibre écologique régional. En particulier dans les zones agricoles frontalières, où la gouvernance environnementale est généralement plus vulnérable et moins structurée. Sur le plan politique, la question pose un dilemme encore plus délicat. Les représentants des zones directement touchées doivent réagir de manière institutionnelle, sans produire d'effets secondaires qui accentuent l'instabilité. D'une part, la demande de politique de relance et de protection du secteur agricole familial s'intensifie avec des propositions de subventions, de formation technique, de facilitation du crédit et d'incitation à la modernisation de la production. D'autre part, on craint que ce type de programme soit interprété comme une ingérence indue dans les mécanismes du marché, ou comme une tentative tardive de renverser un processus qui aurait déjà dépassé le point de non-retour. Cette ambiguïté apparaît dans les audiences législatives, les déclarations publiques et les discours électoraux. Le débat gagne du terrain, mais dans de nombreux cas, il reste superficiel, avec des promesses génériques et peu de propositions capables de combiner viabilité économique, protection communautaire et stabilité territoriale dans un même projet. Au niveau fédéral, les agences responsables des politiques agricoles font preuve de prudence et, souvent, de limites concrètes. Les registres internes obtenus grâce à des demandes de transparence montrent une préoccupation quant à l'orientation de la transition, mais reconnaissent également les obstacles juridiques et budgétaires qui entravent une réponse corrective à grande échelle. Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué qu'une partie des changements récents dépasse sa compétence directe, car ils impliquent des décisions en matière de politique migratoire, des pressions financières systémiques et des éléments de politique étrangère qui affectent les coûts, les prix et la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Cette fragmentation des responsabilités réduit la capacité de coordination de l'État et crée un environnement institutionnel où chaque organisme ne voit qu'une partie du phénomène, sans converger vers un diagnostic unique. Ainsi, les mesures qui pourraient atténuer les dommages immédiats finissent par être bloquées par l'absence de consensus technique et le manque d'instruments intégrés. Outre la dimension économique et administrative, il existe des effets institutionnels à long terme qui opèrent de manière plus silencieuse. L'affaiblissement des communautés rurales et la réduction de la densité politique de certains territoires peuvent compromettre le principe d'équilibre fédératif, car les régions agricoles perdent leur capacité d'influence sans recevoir de compensation équivalente par le biais de politiques redistributives et d'investissements structurels. Ce déplacement se manifeste par la diminution du nombre de représentants ruraux dans les commissions stratégiques du Congrès, notamment celles liées à l'agriculture, au budget et aux infrastructures. À moyen terme, cela tend à se traduire par une diminution des investissements dans des régions déjà fragilisées, ce qui aggrave les inégalités régionales et alimente un cycle de méfiance institutionnelle, de ressentiment social et d'éloignement politique, en particulier dans les zones qui se perçoivent désormais comme périphériques au sein du système décisionnel national. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur les solutions, il est de plus en plus admis que la situation nécessite une attention institutionnelle à un niveau plus élevé. La succession de faillites dans le secteur agricole familial n'est pas seulement une statistique du marché. Elle sert d'indicateur de la manière dont le système gère les transformations structurelles qui affectent directement la vie quotidienne et l'avenir de millions de citoyens. L'absence de tapage public n'est pas synonyme de normalité. Le point central du débat institutionnel n'est pas seulement de savoir s'il y aura un rééquilibrage, mais qui aura l'autorité pour le mener à bien, avec quels instruments et selon quelles valeurs démocratiques.
La dispute pour cette conduite a déjà commencé, même si elle n'est pas encore au centre du débat national. C'est pourquoi il est essentiel de suivre en permanence l'évolution de la situation pour ceux qui cherchent à comprendre l'orientation du pays au-delà des gros titres et des cycles électoraux. Ici, nous continuons à observer, enregistrer et analyser les signes qui indiquent la direction dans laquelle les rouages institutionnels évoluent.